Guillaume, sur obésité dans les troubles psychiatriques. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors il faut bien parler dans le micro. Voilà, bien dans le micro pour les autres. Voilà, merci, bonjour à tous. Je vais commencer moi aussi par remercier les organisateurs pour l'invitation. Alors il y a 2 ans, on m'avait demandé de traiter, ou il y a 2 ou 3 ans, de parler de troubles psychiatriques dans l'obésité. Là on va faire le pendant qui est obésité dans les troubles psychiatriques, qui malheureusement sont loin d'être une situation particulière. Parce que, très clairement, les patients souffrant d'un trouble psychiatrique, et notamment d'un trouble psychiatrique chronique, comme le trouble bipolaire, la schizophrénie, enfin les troubles psychiatriques au long cours, sont en mauvaise santé physique de façon globale et sont en surpoids de façon beaucoup plus fréquente que la population générale. Vous avez là l'exemple les données de méta-analyse assez récentes sur des cohortes de patients souffrant de schizophrénie ou de trouble bipolaire. Vous voyez qu'on est à plus de la moitié de patients souffrant de schizophrénie, par exemple, qui présentent une obésité. Sachez par ailleurs qu'on a toujours l'idée que les patients souffrant de troubles psychiatriques, notamment de schizophrénie, de troubles de l'humeur, meurent principalement de suicide. Ce n'est que la 3e cause de mortalité. La première cause de mortalité dans ces troubles, ce sont les maladies cardiovasculaires. Donc il y a une vraie problématique autour du surpoids et des maladies métaboliques au sens large qui justifie qu'on s'y intéresse. Alors, globalement, ce que je vais essayer de faire, c'est discuter un peu les facteurs contribuant à cette surassociation et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de lutter contre ça. Alors, en regroupant ces facteurs en 3 groupes, alors facteurs liés au patient, enfin on va voir les facteurs individuels plutôt que facteurs liés au patient, les facteurs liés au traitement et les facteurs liés aux soignants. Donc, il y a d'abord des facteurs individuels incontestables qui font que ces patients sont plus à risque de surpoids, à la fois des facteurs comportementaux en termes de mode de vie et des facteurs de vulnérabilité croisés. Facteurs comportementaux, vous avez une maladie, vous souffrez d'une maladie psychiatrique, par exemple d'une dépression, qui va faire que vous allez être moins motivé à sortir, vous allez être moins motivé à manger correctement, vous allez avoir une certaine... vous allez avoir des facteurs comportementaux qui vont agir et qui vont favoriser l'émergence de surpoids, ou à l'inverse, vous avez un surpoids qui peut agir et décompenser les troubles psychiatriques. Donc vous avez des cercles vicieux comportementaux, mais vous avez aussi une vulnérabilité commune à ces 2 troubles. Je vais vous donner 2 exemples là sur cette diapo. Sur l'inflammation, je ne sais pas si c'est des choses que vous connaissez, mais de plus en plus les maladies psychiatriques sont conceptualisées comme des maladies inflammatoires. Il y a une inflammation de bas grade dans la plupart des troubles psychiatriques. Si vous prenez la prochaine génération d'antidépresseurs, qui est actuellement en cours de développement, ce ne sont plus des médicaments qui jouent sur la sérotonine, mais pour un certain nombre, des médicaments qui jouent sur l'inflammation. Donc il y a une maladie, des phénomènes inflammatoires qui sont très impliqués dans l'émergence et le maintien des troubles psychiatriques, qui sont également impliqués, vous le savez mieux que moi, dans les phénomènes de surpoids, et donc qui vont agir là aussi de façon, en termes qui vont créer des vulnérabilités croisées et des cercles vicieux. Un autre exemple, c'est la question du microbiote. Vous savez bien mieux que moi que le microbiote est impliqué dans tous les phénomènes d'obésité. Là, je vous ai mis juste l'exemple de cette étude qu'on cite toujours de Science sur ces rats sur lesquels on transplote des microbiotes et on voit l'arrivée on voit l'émergence sur ces rats d'obésité. Mais on a la même chose en psychiatrie. Il y a de plus en plus de données qui montrent, là c'est l'exemple dans la schizophrénie, mais peu importe, c'est vrai dans pas mal de troubles psychiatriques, que la dysbiose intestinale, là aussi probablement via des phénomènes inflammatoires, est impliquée dans l'émergence ou au moins dans le maintien des troubles psychiatriques. Ce qui a fait dire, c'est un édito du Lancet d'il y a 1 an ou 2 maintenant, un certain nombre de professionnels, que la médecine nutritionnelle pourrait être une des grandes avancées dans le traitement des maladies psychiatriques. Donc une vulnérabilité commune, et ce que je voudrais que vous reteniez, le point clé sur les facteurs liés aux patients, les facteurs individuels, c'est que c'est pas uniquement, comme on peut le penser, juste des phénomènes comportementaux, je suis déprimé, je mange mal et je grossis, ou je suis en surpoids, je suis déprimé, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est aussi à avoir en tête, je reviendrai sur les aspects de management. Deuxième type
de causes sur lesquelles on peut jouer et qui sont très associées à la problématique de surpoids dans les maladies psychiatriques, c'est les traitements et les traitements qu'on donne en psychiatrie. Donc je ne sais pas si vous êtes, pour la plupart d'entre vous, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de psychiatres, vous n'êtes pas forcément à l'aise sur les traitements, mais globalement vous avez un certain nombre de classes de traitements psychiatriques qui vont être à l'origine de surpoids. La principale étant ce qu'on appelle les antipsychotiques ou neuroleptiques, avec un shift en psychiatrie où jusqu'à il y a une vingtaine d'années on utilisait des antipsychotiques ou des neuroleptiques de première génération comme l'Aldol, qui avait globalement des effets indésirables principalement neurologiques et qui étaient indiqués dans la schizophrénie, à des molécules qui agissent différemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la biochimie, enfin de la neurobiologie, mais qui agissent différemment et qui ont beaucoup moins d'effets secondaires neurologiques, mais beaucoup plus d'effets secondaires métaboliques et de surpoids, et qui par ailleurs ne sont plus uniquement indiqués dans la schizophrénie, mais pour un certain nombre d'entre eux, dans les troubles bipolaires et plus largement dans les troubles de l'humeur. Il y a un certain nombre d'autres indications, donc avec une utilisation beaucoup plus large. Donc le problème de ces traitements, ils ont beaucoup d'avantages et ils ont révolutionné la prise en charge en termes d'efficacité, mais très clairement, ils sont à l'origine d'une augmentation du surpoids. Là, ce sont une étude, c'est un résumé de ça. Vous voyez sur 52 semaines, c'est-à-dire sur un an globalement, la prise de poids avec ces différentes molécules. Vous voyez, vous avez des molécules pour celles qui font prendre le plus de poids, comme l'olanzapine, le Zyprexa. Vous avez des prises de poids majeures. Et globalement, on distingue 3 groupes d'antipsychotiques, ce qu'on considère comme à haut risque: la clozapine, le Leponex, l'olanzapine, le Zyprexa. Les groupes à risque moyen: la risperidone, risperdal, la kétiapine et Xeroquel et la misulpride, Solian. Et puis des groupes à faible risque: l'aripiprazole, Abilify. Voilà, sachant quand même que cette variabilité, elle est très variable pour une même molécule. Là, c'est l'exemple d'une étude sur une grosse cohorte américaine de patients chez qui on met de la risperidone, risperdal, et vous voyez que globalement, la plupart des patients ont pris du poids, mais que vous avez, si on regarde à l'échelle individuelle, vous avez des patients qui n'ont pas pris grand-chose, ceux qui sont en vert, vous avez même des patients qui ont maigri, et puis vous avez des patients qui ont pris beaucoup, ceux qui sont en rouge. Donc voilà, donc on a une vulnérabilité, une variabilité individuelle à la réponse de ces traitements, qui fait qu'il faut avoir en tête, tout le monde ne va pas grossir avec ces traitements, mais certains sont plus à risque de grossir, et donc il faudra en tenir compte. J'y reviendrai sur l'évaluation bénéfice-risque. Voilà, donc ça c'est simplement les recommandations de la HAS sur la comparaison. Simplement, donc, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure sur des groupes, des antipsychotiques à plus ou moins haut risque. Et donc il faut l'avoir en tête lorsqu'on va évaluer, lorsqu'on va peser la balance bénéfice-risque de l'induction d'un traitement dans ces troubles. Deuxième classe de psychotropes qui peuvent engendrer une prise de poids, ce sont les thymorégulateurs, les médicaments qu'on met dans les troubles bipolaires. Et principalement dans les troubles bipolaires, avec 2 globalement types de thymorégulateurs utilisés actuellement: le théralite, le lithium, et puis les médicaments de classe les anticonvulsivants, savant qu'ils sont de moins en moins indiqués, de moins en moins utilisés, soit pour des raisons de tolérance, l'acide valproïque, je ne vais pas revenir sur tous les scandales sanitaires vous connaissez autour de la dépamide pendant la grossesse, ou de maniabilité comme la carbamazépine, donc ils sont quand même de moins en moins utilisés. Il n'empêche qu'ils font prendre du poids, en tout cas pour le lithium et le valproate, sachant que voilà, si on regarde la littérature, on a à peu près pour les sels de lithium, à 60% de patients qui prennent du poids, avec en moyenne une prise de poids de 4 à 15 kg en 2 ans. Donc on peut pas, voilà, il faut le savoir, très clairement, ces patients sont à l'origine d'une prise de poids. C'est à peu près pareil, même si on n'a pas de chiffres, j'ai pas de chiffres à vous donner sur l'acide valproïque. Par contre, la lamotrigine, l'amygdale, est un médicament qui fait perdre du poids chez les sujets. En tout cas, chez les sujets, ce que montre la littérature, c'est que chez les sujets souffrant d'obésité, ça pourrait faire perdre du poids. Et que ça n'en fait pas prendre, ça n'en fait pas perdre, mais ça n'en fait pas prendre chez les patients n'ayant pas de problématique de surpoids. Donc des effets différents suivant les molécules, là aussi, qui va faire qu'on va... c'est plus du ressort du psychiatre, parce que ces troubles-là sont plutôt gérés par des inductions sont faites par les psychiatres, de médicaments, mais qu'on va avoir ou qu'on devrait en tenir compte dans la prescription. Troisième molécule qui peut faire prendre du poids, ce sont les antidépresseurs. Enfin, troisième type de molécule qui peuvent prendre du poids, ce sont les antidépresseurs.
étude récente du BMJ en population globale anglaise qui montre que quand même, quelle que soit votre indice de masse corporelle initiale, il y a une petite prise de poids. Très variable d'un individu à l'autre, mais aussi d'une classe à l'autre. Les ISRS, comme le Prozac par exemple, ne font pas trop prendre de poids, alors que des médicaments comme le Norset, la mirtazapine, les tricycliques, qu'on utilise de moins en moins, sont les plus pourvoyeurs de prise de poids. Donc là aussi, dans le choix de la molécule qu'on va mettre chez les sujets à risque, le risque de prise de poids doit être pris en compte. Voilà. Et puis, troisième type de facteurs liés à cette surassociation entre prise de poids et obésité, enfin, maladie psychiatrique et prise de poids, c'est les facteurs liés aux soignants, et avec une vraie problématique d'accès. Je vais vous illustrer ça avec 2 ou 3 études, d'accès de soins réduit. Ces patients-là sont moins bien pris en charge. On peut dire ce qu'on veut, mais j'ai juste vous illustrer une étude sur le diabète, vous illustrer ça avec une étude sur le diabète, avec une focalisation sur les troubles psychiatriques. Personne ne les prend en charge. Les psychiatres se disent, moi je prends en charge les troubles psychiatriques et pas le reste. Les médecins généralistes les voient pas souvent, ou ils sont pas à l'aise avec ces patients, donc les voient pas vraiment. Ils sont eux aussi focalisés sur les troubles psychiatriques et personne ne les prend en charge, avec un rapport collaboratif insuffisant entre les divers soignants, en tout cas chez les patients les plus complexes. C'est ce que très clairement se commande la littérature. 2 illustrations de ça. Une illustration, une étude assez ancienne, mais que je trouve édifiante, et malheureusement je pense qu'on aurait les mêmes résultats si on refaisait l'étude maintenant, sur l'impact de la maladie mentale sur la prise en charge de patients souffrant de diabète. Donc là, vous avez différents types de troubles psychiatriques, dépression, anxiété, psychose, etc. Et vous avez des contrôles. Alors le fait d'avoir, par exemple, de faire les tests LDL, de faire l'examen des yeux, les contrôles de la glycémie, les contrôles lipidiques, etc. Et quand ça ne touche pas la barre noire, quand le truc vert ne touche pas la barre noire, c'est qu'il y a moins de contrôle et on est moins bien pris en charge quand on a la maladie en question, ici la dépression, chez les diabétiques. Vous voyez que, par exemple, sur le LDL ou sur l'HbA1c, et bien, à part pour l'anxiété, encore si c'est significatif, on est très clairement moins bien surveillé quand on a une maladie psychiatrique. Vous voyez, on est sur des grosses cohortes, plus de 300 000 patients. Donc clairement, la maladie psychiatrique fait qu'on est moins bien surveillé, moins bien pris en charge pour toutes les maladies somatiques. Et donc on peut rentrer dans ce cadre-là, toutes les problématiques liées au surpoids et aux maladies métaboliques. Ce que je vous disais sur le fait que personne ne prend en charge ces patients, là c'est une étude, alors ça c'est dans la pire c'est quelque chose à prendre, c'est plutôt chez les psychiatres, c'est une étude qui a l'intérêt d'être chez les psychiatres français. On évalue chez les psychiatres français le nombre de fois où ils surveillent vraiment la santé somatique de leurs patients. Ici c'est dans la schizophrénie. Donc on leur demande d'abord, surveillez-vous régulièrement la santé physique de vos patients souffrant de schizophrénie. 90% vous disent oui, donc on est tous très contents de ce qu'on fait. Mais dans les faits, quand on regarde quelle est la réalité de la surveillance, moins de 20% surveillent effectivement régulièrement, ils font un examen clinique régulier. Quand on leur demande, c'est pas marqué là, pourquoi ? Parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on pense que le médecin généraliste va le faire ou que d'autres soignants vont le faire. Et en pratique, personne ne le fait. Et donc voilà, ça illustre bien cette problématique que il y a un rapport collaboratif insuffisant, ces surveillances ne sont pas faites parce qu'il y a une focalisation sur le trouble psychiatrique et que donc cette surveillance, elle est l'affaire de tous les soignants. Ça, c'est ce que je montre à des psychiatres, mais je pense que c'est en leur disant il faut qu'on le fasse, mais il faut qu'on le fasse tous, c'est la problématique de tous et pas que d'un groupe de soignants. Donc à partir de là, quels sont les grands principes de la prise en charge de ces effets métaboliques et de ce surpoids? Puisque donc c'est fréquent, il y a des choses sur lesquelles on peut jouer. D'abord, l'évaluation doit être globale et non exclusivement centrée sur le trouble psychiatrique. On évalue des individus, on n'évalue pas une maladie. C'est vrai, ça devrait être vrai dans toutes les pathologies, ça l'est pas toujours, mais ça l'est encore plus chez des patients souffrant de troubles psychiatriques. Et donc, on est dans une évaluation bénéfice-risque. Si vous allez améliorer une problématique thymique, par exemple, en aggravant autre chose,
au final, est-ce que le bénéfice que vous allez amener à votre patient, est-ce qu'il y a un vrai bénéfice à amener à votre patient? C'est une question qu'on doit se poser. Deuxièmement, je vais revenir dépister les sujets à risque, je vais revenir sur ce dépistage. Troisièmement, des mesures hygiéno-diététiques, et normalement, il devrait avoir, pour ces patients souffrant de troubles psychiatriques chroniques, un accompagnement. Nous, on a la chance d'avoir un diététicien dans le service, donc c'est facile, hein. Souvent, ils vont voir le diète, mais il y a pas mal de groupes, et notamment des groupes, de groupes qui peuvent être mis en place dans des secteurs de psychiatrie et faits par des infirmiers non spécialisés en diététique, qui peuvent aider à gérer à apporter ces mesures hygiéno-diététiques. La question de l'activité physique, qui est importante, et d'autant plus que ça va avoir aussi un effet sur les troubles psychiatriques. L'activité physique est un très bon antidépresseur, par exemple. L'activité physique est un très bon stimule très bien les cognitions, joue sur les aspects cognitifs, donc il y a un bénéfice qui n'est pas que métabolique ou sur le surpoids. Et une prise en charge globale et étroite entre au moins le psychiatre et le médecin traitant, et dès que, en tout cas nous c'est comme ça qu'on milite dans le service, dès que il y a des problématiques de surpoids importantes, avec les nutritionnistes et les diététiciens. Patrick qui est devant, là on voit régulièrement dans ce contexte-là. Alors, quels sont les facteurs de risque qu'il faut dépister, sur lesquels on peut jouer? Vous avez d'abord des facteurs de risque non modifiables. Donc, vous n'allez pas les modifier. Le fait d'être une femme fait que vous êtes plus à risque d'avoir un surpoids dans le cas de maladie psychiatrique. Vous n'allez pas modifier ça. Mais il faut le savoir, ce sont des facteurs de risque. Donc, vous avez les facteurs de risque non modifiables, femmes, sujets jeunes, des antécédents familiaux de maladies métaboliques, notamment. Mais vous avez aussi des facteurs de risque modifiables. Les traitements. Alors, les traitements psychotropes, mais aussi les traitements qu'on peut avoir pour les autres maladies associées, et qui potentiellement peuvent induire des prises de poids. Et donc là, c'est important aussi. Si on sait qu'il va y avoir potentiellement des psychotropes qui peuvent faire prendre du poids, de regarder si on peut agir aussi sur ces autres traitements, s'il y a moyen de faire mieux. Les tabacs et les autres conduites addictives, les maladies psychiatriques sont aussi associées à de nombreuses conduites addictives qui elles-mêmes peuvent avoir des effets métaboliques. Donc il est important d'avoir une prise en charge, et quand on a ce facteur de risque-là, de mettre en place un suivi addictologique et d'essayer de gérer ces problématiques-là, l'inactivité physique, et les habitudes alimentaires et les troubles du comportement alimentaire, que ce soit des vrais troubles du comportement alimentaire, l'hyperphagie boulimique par exemple, ou des désordres alimentaires secondaires à autre chose. En tout cas, il faut le dépister et, dans la mesure du possible, le traiter. Et puis, gérer les pathologies curables métaboliques associées. Un facteur important que nous dit la littérature, c'est qu'une prise de poids supérieure à 5% dans le premier mois après l'induction d'un psychotrope, et notamment d'un antipsychotique, est prédictive d'une prise de poids importante à 1 an. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un patient, on le surveille à 1 mois, vous allez voir les recommandations, mais quelqu'un que vous avez mis sous traitement, vous le revoyez 1 mois après, il a pris plus de 5% de son poids. En tout cas, c'est un facteur très fort dans une évaluation balance bénéfice-risque pour changer de psychotrope. On suit les traitements et ces patients et les traitements psychotropes sur la recommandation de l'HAS, là sur le traitement des suivis de patients sous antipsychotiques, et donc avec des traitements réguliers. Je vous les montre parce que ça doit être encore une fois l'affaire de tous. Je pense que vous aurez les diaporamas parce que comme personne ne le fait, il faut que tout le monde pense à le faire. Au moins on sera sûr que ce soit fait sur la surveillance. C'est ma dernière diapo. Sur la surveillance de ces patients. Là aussi, ce que recommande l'HAS, alors je ne sais pas pourquoi 7%, j'ai jamais compris quel était le rationnel scientifique, mais en tout cas, ce que recommande l'HAS, c'est qu'en cas de prise de poids excessive supérieure à 7%, il faut réévaluer le psychotrope. Là aussi, dans un contexte psychiatrique de balance bénéfice-risque, des fois on ne peut pas faire autrement. On sait que déjà on prend 15 kilos avec un traitement, mais on est dans une telle situation psychiatrique qu'on n'a pas le choix. Mais en tout cas, il faut se poser la question de cette balance bénéfice-risque. Voilà. Donc encore une fois, primum non nocere. Je voulais juste finir, parce que pour ne pas vous faire peur quand même sur les psychotropes, parce que j'ai insisté là-dessus. Certes, ils ont des inconvénients, mais ils ont aussi, si on les met, beaucoup d'avantages. Et juste pour ce qui... Alors,
en termes de soins de la maladie psychiatrique, mais même, et je voulais y finir là-dessus, en termes de soins des maladies physiques. Et ça, c'est une étude que j'aime bien présenter, une ancienne vieille étude, mais que j'aime bien présenter, sur des patients souffrant de troubles bipolaires suivis pendant des années, et des cohortes suivies pendant des années. Donc là, dans cette étude, on a été à 22 ans de suivi, continue à les suivre. Et ce sont les taux de mortalité en fonction de si les sujets ont passé la plupart de leur temps traités par des thymorégulateurs, traités par des médicaments pour leur trouble bipolaire ou pas. Et vous voyez que le fait d'avoir été traité de son trouble psychiatrique fait qu'on meurt moins d'à peu près tout. Alors on meurt moins de suicides, c'est logique, mais à peu près tout, et y compris de maladies de cancer, de maladies cérébrovasculaires, etc. Pour plein de raisons, je ne me perdrai pas aujourd'hui, mais on meurt moins de tout que si on n'est pas traité. Donc ça milite quand même dans cette évaluation bénéfice-risque. Voilà, c'est important aussi de savoir qu'ils ont des inconvénients, mais ils ont aussi plein d'avantages. Pour ceux que ça intéresse, là, je vous ai mis 2 références pour aller plus loin. Une en anglais, une en français. Je vous remercie. Première question, tout là-haut, s'il vous plaît. Bonjour. Je coordonne un réseau de prise en charge de l'obésité infantile et on reçoit de plus en plus d'enfants qui sont sous Ritaline. Alors, d'après mes connaissances, c'est plutôt anorexigène et en fait, on a pas mal d'enfants qui prennent du poids suite à un traitement de Ritaline, donc je voulais avoir votre avis là-dessus. La deuxième question que j'avais, c'est quand il y a une prise de poids sous traitement, vous recommandez plutôt un régime, c'est-à-dire de l'hypocalorique ou du rééquilibrage alimentaire? Et si c'est du rééquilibrage alimentaire que vous recommandez, est-ce que ça a été bel et bien prouvé que de équilibrer l'alimentation, entre guillemets, ça permet de limiter la prise de poids liée à un traitement? Alors, pour la première question, la Ritaline, effectivement, est plutôt, quand on voit la littérature, très clairement quelque chose qui fait perdre du poids. Enfin, en tout cas, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas pédopsie, mais donc nous, on manie assez peu la Ritaline, mais en tout cas, oui, je crois que la littérature montre, ne serait-ce que par le mécanisme d'action, c'est plutôt quelque chose qui fait perdre du poids. Après, il se trouve qu'il y a, pour ce que je sais aussi l'hyperactivité, il y a là aussi des facteurs de vulnérabilité métabolique qui font que peut-être il y a aussi ces facteurs-là dans le développement qui peuvent jouer. Mais enfin, la Ritaline, a priori, fait plutôt perdre du poids. Il perd du poids. Il est plutôt anorexigène, comme vous l'avez dit. La deuxième question, alors moi globalement, je trouve que par ailleurs je m'occupe beaucoup de troubles du comportement alimentaire et globalement je suis assez, quand je vois les effets des régimes hypocaloriques en termes de comportement alimentaire, je suis assez, comment dire, dubitatif sur ces traitements-là. Donc clairement nous, je crois, enfin, je suis pas nutritionniste, mais mon sentiment à moi en tant que psychiatre qui voit ses patients, c'est qu'il vaut mieux un rééquilibrage alimentaire. Après, est-ce qu'il y a des données qui ont prouvé que le rééquilibrage alimentaire chez des patients sous psychotropes diminue la perte de poids? Je sais pas, mais on sait par contre que le rééquilibrage alimentaire, alors pas dans le cadre du psychotrope, mais par exemple dans le cadre de troubles alimentaires, d'hyperphagie boulimique, etc., le rééquilibrage alimentaire, très clairement, est associé à si ce n'est à une perte de poids, à une stabilisation du poids. Dans le cas des psychotropes, je ne sais pas s'il y a des données de la littérature, vraiment des essais randomisés contrôlés qui montrent si le rééquilibrage alimentaire a un effet propre. Je ne peux pas vous dire. Et donc oui, on met plutôt sur le rééquilibrage alimentaire que sur le régime hypocalorique. Autre question? Oui, là-haut. Docteur Bonnefoy. Oui, bonjour, docteur Bonnefoy, je suis médecin du sport à Toulouse. Je reçois de nombreux patients qui sont traités par antipsychotiques, en particulier dans les troubles bipolaires, et à des doses souvent importantes. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un effet dose sur la prise de poids, et est-ce que quand le patient est stabilisé, est-ce que le psychiatre pourrait ne pas baisser légèrement les doses, ou de façon plus incisive, de telle façon que pour nous, ça facilite la perte de poids?
Alors, pour la première question, je vais vous faire une réponse, je suis montpelliérain, mais une réponse de Normand, c'est ça dépend. C'est-à-dire que vous avez des molécules où il y a un effet dose. Par exemple, si on prend la risperidone, par exemple, il y a un effet dose, puisque à 2 mg, par exemple, ça aura un effet sur tout le système histaminergique qui est beaucoup moins important qu'à 7 mg. Et donc, en fonction de l'effet moléculaire, de la cible, enfin de l'effet moléculaire, il va y avoir une action sur la faim et l'appétit qui est différente. Donc, il y a un effet dose pour certains. D'autres, comme le Theralide, par exemple, à ma connaissance, il n'y a pas d'effet, enfin, même pas à ma connaissance, il n'y a pas d'effet dose. Donc, ça dépend un peu des molécules. Pour les antipsychotiques, globalement, on peut considérer qu'il y a un effet dose. Ça, c'était la première question. La deuxième question, ben oui, si, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir au maximum, ce que je disais tout à l'heure sur la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire que quand on a des gens qui ont pris du poids, et quand nous, on a les collègues somaticiens qui nous disent, bon là, ce serait bien de pouvoir baisser, ben, on essaye. D'abord, vous avez pour un certain nombre de traitements thymorégulateurs, vous avez des dosages, des ranges thérapeutiques qui font qu'on peut regarder. Quand ils sont stabilisés, on va essayer de cibler la dose minimum efficace, donc ça peut s'adapter. Et parfois, un certain nombre de cas, on essaye de baisser dans une balance bénéfice-risque. Vous avez des patients, dans le cadre on a un centre expert troubles bipolaires, où honnêtement, on sait qu'ils ont pris du poids, mais ils font des états tellement sévères qu'on ne va pas s'amuser à baisser malgré tout. Mais la plupart du temps, quand on peut, on va baisser. Donc c'est vraiment, c'est là où il y a besoin de ce rapport collaboratif pour qu'on puisse dire quel est le risque à baisser, quel est le bénéfice que vous en attendez, vous, nutritionniste ou diététicien ou somaticien de façon large, et ça doit se discuter. Merci. Bonjour, moi je suis psychologue au centre hospitalier de Béziers et j'ai une question qui est peut-être un peu naïve, mais je voulais savoir pourquoi toutes ces molécules font grossir. Est-ce que c'est parce qu'elles agissent sur les hormones de faim et de satiété quel est le mécanisme qui fait que ces différentes molécules qui sont présentes dans les psychotropes ont régulièrement un effet sur le poids ? Alors, ça dépend des molécules là aussi. Si on prend les antipsychotiques, globalement, ça agit sur le système, tout ce qui est récepteur H2, enfin récepteur histaminergique. On voit qu'il y a plus vous avez d'affinité pour ces récepteurs et plus globalement vous êtes à risque de faire prendre du poids, donc ça doit jouer sur le système de la faim. Je ne suis pas le spécialiste, mais ça augmente la faim, très clairement. Si vous prenez de l'olanzapine, on voit bien que les patients ont beaucoup plus faim. Vous avez probablement des effets aussi sur des hormones du contrôle alimentaire, sur la leptine par exemple. Certaines molécules vont avoir des effets sur la leptine. Vous avez des molécules qui vont jouer sur la rétention d'eau, donc c'est une prise de poids un peu différente, mais enfin qui est par exemple le Theralide. Donc il y a des effets qui sont variables, mais oui, ça a un effet au niveau de la régulation de tous ces systèmes, de l'appétit, de la faim, de la satiété, de ces molécules, ouais, de ces molécules. Moi, je suis infirmière au Grau du Roi. Attendez, s'il vous plaît, le micro. Bonjour, je suis infirmière au Grau du Roi, donc je suis chez les obèses, super obèses et diabétiques. On a de plus en plus de bipolaires et de patients souffrant de problèmes psychiatriques. Est-ce que ça veut dire que quand ils sont sous traitement, ils ont beaucoup moins de possibilités de perdre du poids, malgré toutes les possibilités qu'on va pouvoir leur donner, à cause de leur traitement ? Ça veut dire que le fait de leur donner un traitement fait qu'effectivement vous allez leur donner quelque chose. Je ne vais pas vous dire le contraire. Si vous avez un patient souffrant de troubles bipolaires à qui vous donnez de l'olanzapine parce que c'est le seul médicament qui le stabilise, très clairement, on sait qu'on donne un médicament qui va être inducteur de prise de poids. Et donc c'est pour ça, oui, clairement, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut toujours être dans une balance bénéfice-risque. Qu'est-ce qu'on risque à lui donner, par exemple, cette molécule et finalement, si vous la stabilisez sur ce que vous allez gagner au niveau de l'humeur, vous le perdez en termes de complications métaboliques, le choix se discute. Si, parce qu'il a une maladie très sévère, etc., ce que vous allez gagner sur l'humeur, même si vous prenez un peu de poids, vous avez une balance bénéfice-risque positive, vous allez faire le traitement. C'est pour ça qu'on est très clairement, on donne des médicaments qui peuvent engendrer des prises de poids et qui vont compliquer la gestion du surpoids. Mais de l'autre côté, ces médicaments, si on les donne,
c'est qu'on pense qu'ils ont aussi un intérêt, et donc c'est pour ça qu'on doit être dans une évaluation bénéfice-risque globale, et pas simplement vous centré sur le surpoids, et nous centré sur les symptômes psychiatriques. D'où le rapport collaboratif. Allez, une dernière question. Oui, Fabrice Boulet, donc psychiatre à Nîmes. Je voulais savoir, Sébastien, j'ai vu passer quelques études, surtout de prévention chez les jeunes il y a quelques années, avec une association de metformine systématique associée aux antipsychotiques qui donnent justement le plus de prise de poids. C'est vrai que quand on en discute avec les endocrinos, ils ne sont pas forcément hyper chauds pour le faire. Je ne sais pas de ton expérience ou si tu as vu d'autres études passer, où c'est plus généralisé, notamment chez les sujets adultes et déjà en surpoids. Alors il y a quelques études qui montrent que la metformine a un effet, y compris un effet psychiatrique d'ailleurs. La metformine, ça a un effet antidépresseur, même chez les gens qui ne sont pas en surpoids. Vous donnez dans des études versus placebo qui montrent que donner de la metformine, ça réduit les niveaux de dépression par rapport à un placebo chez les gens qui n'ont pas de problématique de poids ou de diabète. Après, globalement, en termes de tolérance, c'est compliqué à manier. Mon sentiment à moi, c'est que pour ce type de médicament, la taille d'effet, c'est-à-dire le gain clinique qu'on va avoir en prévention du surpoids, alors chez l'adulte, chez l'adolescent, j'en sais rien, qu'on va avoir, ne justifie pas les effets secondaires, les risques qu'on prend, parce qu'il y a aussi une balance. Donc la balance bénéfice-risque ne se justifie pas à la vue des études actuelles. C'est exactement la même chose avec l'Epitomax, où là aussi il y a eu toute une vague de traitement du surpoids dans le trouble bipolaire, notamment avec de l'Epitomax. Là aussi, la balance bénéfice-risque, la taille d'effet ne justifie pas qu'on le fasse. Mais ça reste encore des questions ouvertes. Allez, il y avait encore une question. Juste d'abord, merci pour ta présentation. Je voulais revenir sur le fait que ces molécules, elles sont aussi très pourvoyeuses, tu me diras si je me trompe, d'altération de la sexualité des antipsychotiques. Et du coup, je me posais la question, est-ce que vous incluez dans l'éducation thérapeutique des patients justement ces effets-là? Parce qu'on sait en pratique clinique, quand la santé sexuelle est altérée, parfois, chez certains patients, ça peut engendrer des alimentations émotionnelles et donc participer à la prise de poids. Comment vous abordez les choses? Je te dirais, on ne le fait pas assez. Mais de façon générale autour de la sexualité, parce que même les troubles psychiatriques induisent des problèmes en eux-mêmes, c'est quelque chose où on sait tous que ça a un impact, y compris sur l'observance, plein de choses, mais la réalité, y compris sur les programmes, c'est que c'est assez peu pris en compte et que les gens ne sont pas à l'aise. Alors les gens ne sont pas à l'aise pour en parler, les soignants sont... Enfin, il y a une, je sais pas comment dire, une espèce de tabou peut-être autour de ça qui fait que la réalité, c'est qu'on est tous conscients que c'est un vrai problème, mais qu'à l'usage, si tu regardes les groupes de TP, c'est assez peu évalué. Merci beaucoup, professeur Guillaume.